Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète où, en plus, je ne suis pas seul. Au-delà de notre invité, j'ai mon co-animateur Charlie. Salut Charlie. Salut Armano, comment ça va? Eh ben écoute, ça va, le soleil revient un peu à Toulouse parce que oui, l'épisode, on va le publier un petit peu plus tard, on a beaucoup d'avance, mais là, on est début juillet. Moi, j'ai pris quelques jours de vacances, j'étais bien au chaud en Italie. Il paraît qu'à Toulouse, il a fait une chaleur de dingue, c'est monté jusqu'à 42 ou 43 degrés. Et puis évidemment, quand on est revenu, il s'est mis à pleuvoir et à faire gris. Donc là, le soleil revient, c'est plus agréable. Et toi, à Nantes? Écoute, ça va, il fait beau. Dans 2 jours, c'est les vacances, donc tout va bien. Ouais, mais en Bretagne, t'es toujours en vacances, non? Sous la pluie, mais en vacances. Oh, pas toute l'année quand même, on bosse un peu hein, pour essayer de créer des programmes d'entraînement qui tiennent la route. On a besoin de bosser un peu quand même. Bon, on va revenir là-dessus. Non, mais au-delà du fait de bosser, l'ambiance, l'environnement, la Bretagne, c'est quand même assez propice à cet esprit vacances, non? Ouais, c'est vrai. En tout cas, pour des vacances triathlétiques, ouais. Tu peux aller nager, la mer est pas loin, à 40 minutes. Tu peux aller rouler, il y a du dénivelé, et puis tu peux aller courir, tu peux faire du trail. Ça, c'est vrai que c'est un beau terrain de jeu. Ouais. Ah, mais parce qu'il y a du dénivelé en Bretagne? Et ouais, bah, je vous invite, hein, si vous n'êtes jamais venu en Bretagne, à venir faire le L de Crozon, par exemple. Vous allez voir que sur 90 de vélo, on peut trouver plus de 1000 mètres de dénivelé, largement plus de 1000 mètres. Bon, allez, j'arrête de te taquiner. Je suis aussi très heureux de recevoir notre invité du jour, Maxime Bouaket. Salut Maxime. Salut tout le monde. Comment tu vas? Ben, ça va. Très honoré d'être sur ce podcast avec vous deux. Bon, t'as vu, on taquine avec Charlie, on se tire un peu dans les pattes, mais c'est aussi un icebreaker, un moyen de briser la glace. Ça va, tu te sens bien quand même, là, t'es bien assis, bien tranquille, t'es pas trop gêné? Non, ça va, je suis bien installé. J'ai l'habitude pour vous écouter de temps en temps. Je sais un peu comment ça se passe. Donc, normalement, il n'y aura pas trop de surprises en tout cas. Ouais, et d'ailleurs, c'est l'occasion de le dire avant qu'on te laisse la parole pour te présenter. Moi, je suis super content de pouvoir échanger avec toi parce que déjà, on s'était connecté sur LinkedIn il y a quelques temps. Plus pour le côté pro, je m'étais connecté avec toi sans savoir que tu étais triathlète, pratiquant, et puis sans savoir aussi que tu étais un des premiers adhérents d'OpenTri depuis quelques années. Et bah, Charlie, je te laisse peut-être présenter Maxime du côté OpenTrien. Ouais, alors, Maxime, c'est un des tout premiers athlètes à nous avoir fait confiance il y a un peu plus de 5 ans quand on a lancé nos offres de coaching. On en reparlait à l'instant hein, pendant le confinement. On a démarré, nous, notre accompagnement de triathlète par du coaching individualisé. Et Maxime, c'était un des tout premiers, je crois dans les 2 premiers avec Johan, qu'on salue s'il nous écoute, à rejoindre l'aventure. Donc, merci. Moi, je suis heureux d'avoir Maxime pour discuter notamment de ça aujourd'hui. Et puis, j'en profite pour publiquement te remercier, Maxime, pour nous avoir fait confiance à ce moment-là, au moment où on démarrait. Et puis, tu as posé aussi les premières briques de ce qu'on est devenu aujourd'hui. Et je suis ravi de pouvoir discuter avec toi plus longuement aujourd'hui. Et du coup, Maxime, encore une fois, avant de te laisser te présenter, on va faire les choses un peu à l'envers, mais parce qu'on est un peu à la maison là. Pourquoi avoir suivi OpenTree? Pourquoi avoir été l'un des early adopters, comme on dit, l'un des premiers à leur faire confiance pour t'accompagner dans ton entraînement? Hum, À l'époque, il y avait très très peu de contenu sur le triathlon. Et du coup, quand tu cherchais comment t'entraîner correctement, je dis bien correctement, c'est important, tu tombais très vite sur OpenTree. Et ajoute à ça que, comme Charlie l'a dit, c'était en plein confinement, qu'on pouvait pas sortir à plus d'1 kilomètre de chez nous. Je me souviens que le premier plan que j'ai pris, c'était le plan comment t'entraîner justement en restant chez toi au triathlon. Donc c'était quand t'as pas de piscine, que tu peux pas faire de vélo et que tu peux pas courir au-delà d'un rayon de 1 kilomètre, j'avais trouvé le plan vachement ambitieux, ça m'avait bien plu. Et c'est le premier plan que j'ai suivi. Il était sur 2 mois, je crois, à l'époque. Je Ouais, une l'avais prépa suivi. hivernale, hein, je crois. Ouais, c'est ça, Hein. exactement. Et je l'avais suivi scrupuleusement. Et puis ça m'avait bien plu, donc on avait poursuivi les discussions pour voir, une fois qu'on avait été libéré, comment on pouvait dupliquer ça à une vie plus normale, quoi. Une fois qu'on avait été déconfiné. C'est vrai que c'est quelque chose que moi, j'ai pas trop vécu le confinement parce qu'à l'époque, j'étais au Luxembourg et au Luxembourg, on n'avait pas de confinement strict. On pouvait sortir, on pouvait aller faire ses courses, on pouvait aller se balader. On était invités quand même le maximum à rester chez nous. Les écoles étaient fermées, les employeurs, en tout cas des employeurs de bureau, quand on n'était pas dans les professions importantes ou nécessaires ou quand on n'était pas dans le commerce, nous invitaient aussi à bosser de chez nous et ça a pas mal développé le télétravail. Merci le Covid pour ça, au moins. Mais par contre,
contre, on n'était pas confinés. Donc moi, je me souviens que pendant le Covid, justement, j'en ai profité pour faire pas mal de home trainer sur ma terrasse et puis d'enchaîner après sur de la course à pied autour de chez moi sur un rayon de 10, 15, 20 km. Mais c'est sympa justement d'avoir lancé un petit peu OpenTree avec ce type de plan. C'était le bon momentum, là, Charlie. Ah ouais, et puis là, on avait, comme tout le monde à cette époque-là, on raisonnait au jour le jour, c'est-à-dire qu'on ne savait pas ce qui nous attendait à la semaine ou au mois suivant. Et donc, on avait déjà des athlètes, on ne pouvait pas les laisser non plus dans la nature sans rien faire. Donc, on a créé ce plan, on s'est dit, écoutez, si vous voulez démarrer un plan hivernal, je crois que c'était 2 ou 3 mois, comme tu le disais, Maxime, pour pouvoir continuer à vous entraîner malgré le fait que on a un peu de restrictions en ce moment. On s'embarque, on démarre tous en même temps et on vous livre vos séances chaque semaine selon les évolutions. Parfois, on aura le droit de sortir, parfois non. Et puis, en fait, on a passé tout l'hiver comme ça à poser les bases, à essayer de continuer à progresser malgré un peu les restrictions qu'on avait. Et ça fait partie de nos tout premiers programmes et ça a posé un peu les bases de la suite. La suite ayant été plus facile une fois qu'on a été déconfiné et qu'on a eu moins de contraintes de ce côté. On en est où justement là maintenant de l'accompagnement des athlètes? Tu as des chiffres, des stats à nous donner côté Charlie et puis toi un ressenti, un retour d'expérience, Maxime, côté athlète? Ouais, je laisse Maxime commencer, comme ça je ne vais pas l'influencer. Écoute, moi j'ai vraiment fait confiance à OpenTree. À l'époque, justement, le plan, il était sur le papier, c'était figé, mais comme disait Charlie, de semaine en semaine, quand ils avaient assoupli les règles, etc., on voyait tout de suite un changement de plan. Donc je me disais, déjà, grosse réactivité, ils s'adaptent au contexte et ils s'adaptent à nous aussi. Tu avais à chaque fois 1 ou 2 séances suivant ton niveau ou le temps que tu avais à disposition. Donc, quand tu as un boulot à côté, une famille ou autre, c'est déjà hyper. Cette flexibilité, c'est hyper appréciable. Et moi, ça fait 4 ans que je suis, bientôt 5 ans que je suis avec OpenTree. Et c'est vrai que en 5 ans, j'ai jamais été blessé. Déjà, c'est un point qui est hyper important. Et je me suis vu progresser. Alors après, j'ai atteint un plateau. Je pense qu'on y reviendra sur certains sujets qui sont. Et c'est pas in fine la faute de OpenTree, mais ouais, je me suis vu carrément progresser de mois en mois au début, de semaine en semaine, puis de mois en mois. Et là, je continue sur le vélo à progresser en suivant les plans OpenTree. La FTP, elle ne fait qu'augmenter. Alors à l'époque, c'était par tranche de 30 watts. Maintenant, c'est par tranche de 5, mais c'est toujours intéressant. Et ouais, c'est ça qui m'a toujours bien plu. Et c'est ça que j'ai cherché dès le début, quoi. Je pense qu'on va militer pour qu'il y ait ce KPI qui soit présent chez tous les coachs, tu vois. En tout cas, ceux qui communiquent publiquement le nombre d'athlètes blessés après X temps d'accompagnement. Parce que finalement, on en blague un peu souvent, mais c'est entre guillemets facile de faire une bonne première saison quand on se lance dans un sport ou quand on veut se fixer des objectifs. La difficulté, c'est de durer sans se blesser. Combien même d'athlètes de haut niveau on a vu faire une saison de malade, limite obtenir des titres de champion du monde, et puis les 2-3 années après, plus pouvoir sortir de la masse parce que blessé, parce que problème d'entraînement, etc. Donc, Charlie, il faut qu'on fasse un truc sur ce KPI, nombre d'athlètes entraînés, nombre d'athlètes blessés. Ouais, c'est vrai. Surtout qu'en plus, chez les athlètes amateurs, tu vois, on peut comprendre qu'un athlète pro, il fasse un peu du all-in pour aller chercher une grosse perf, pour aller. Bon, all-in, on met tout dedans. Ouais. Tu vois, de pouvoir prendre des risques, entre guillemets. Là, on parle d'athlètes amateurs comme toi, Maxime, comme toi, Hermano, comme moi. La première priorité, c'est de pouvoir prendre du plaisir et de s'entraîner en continu, quoi. Et c'est vrai que la gestion de la blessure, donc de la charge d'entraînement, c'est quand même un truc dont on parle peu, mais qui est central, parce que se retrouver à couper pendant un mois dans une ou pire dans les 3 disciplines, en fait, on se retrouve à régresser hyper vite et surtout à être hyper frustré, parce que je pense que nous 3 autour de la table faisons ça pour le plaisir avant tout et pas pour passer un mois à être frustré de ne pas pouvoir s'entraîner, quoi. C'est clair, le niveau charge mentale, laisse tomber, quoi. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore expérimenté, la charge mentale, surtout en triathlon, quand on est à l'approche des compétitions, ça crame énormément d'influx nerveux et ça peut avoir des effets néfastes. Bon, l'avantage qu'on a dans le triathlon, c'est que si tu te blesses quelque part, en général, tu as quand même la chance de pouvoir compenser sur les 2 autres sports. Après, c'est compenser, mais ça remplace pas des entraînements. Anyway, Maxime, on a quand même bien mis les pieds dans le plat. Là, ça fait presque 10 minutes qu'on parle, mais on t'a pas laissé te présenter. Donc, dis-nous tout. Qui est Maxime Bouakel?
Écoute, moi j'ai 32 ans aujourd'hui, je fais du tri, enfin je me suis remis sérieusement au sport, on va dire, depuis 2019 et je suis arrivé sur le tri en 2020. J'ai repris par de la course à pied. Aujourd'hui, je m'entraîne en triathlon, mais je nage très peu. C'est vraiment l'élément qui me plaît le moins. C'est un vélo, on va dire, que je prends le plus de plaisir. J'essaye de m'entraîner entre 7 et 10 heures par semaine concrètement en ce moment. Et voilà, j'ai pas de fait d'armes épique, on va dire, à mon actif, mais j'ai essayé de rouler ma bosse de triathlète amateur un petit peu de partout pendant ces dernières années. Je pense qu'on y reviendra. Et d'un point de vue plus perso, entre guillemets, aujourd'hui, je suis commercial dans un cabinet de recrutement et ça me prend tout le reste de mon temps libre, on va dire. Bon, bah, c'est bien, on va pouvoir parler recrutement aussi, hein, entre spécialistes du recrutement. Moi, je suis plutôt côté headhunter, côté chasse. Toi, tu es Mhm. plutôt côté commercial. C'est-à-dire que tu fais quoi en fait? Tu vas chercher des clients qui ont besoin de recruter des salariés? C'est ça, exactement. Et après, je confie les besoins à mes collègues qui, eux, sont recruteurs. Et on est spécialisé sur les métiers tech et produits. Et on travaille principalement pour des startups. Voilà, c'est un cabinet très parisien sur le papier, même si aujourd'hui on est tous en télétravail et que je suis le dernier en région parisienne. C'est vrai que je l'ai pas précisé, mais j'habite dans le 78 et c'est aussi facile de trouver du dénivelé dans le 78 qu'en Bretagne. Bon, il y a quand même un peu de dénivelé quand même en région parisienne. Tu prends le vélo, tu sors un peu, tu arrives à trouver quelque chose, non? Ouais, j'ai de la chance. C'est vrai qu'avant, quand j'habitais plus dans Paris, tu avais toujours 20, 30 bornes où tu traversais la moitié de l'Île-de-France pour trouver la campagne. Là, au Vésinet, tu passes Saint-Germain-en-Laye, tu es derrière Versailles et tu es en Chevreuse ou dans le Vexin. C'est beaucoup plus facile et beaucoup plus agréable pour le coup. Et puis Ouais. la recherche de D+, on va en reparler tout à l'heure. Je pense qu'on va parler de ton prochain objectif, parce que j'imagine que en ce moment tu dois en chercher du D+, pour préparer ça. Tu veux nous en parler maintenant, peut-être sur la saison 2025. Là, en ce moment, tu vises quoi? Ça va être quoi les grandes échéances pour la fin de ta saison? Alors, la saison 2025, elle a été un peu tronquée par une fin d'année 2024 compliquée. J'ai eu une espèce de Covid long qui a duré de juin à décembre 2024, qui m'a pas mal empêché de courir principalement et qui m'a fait faire beaucoup de home trainer à faible intensité, on va dire. Du coup, j'ai réussi à maintenir un niveau à vélo, mais le reste, c'est bien cassé la gueule. Donc, Je te en début remercie. 2000. Moi, je me suis tapé 6 semaines de crève. On ne sait pas trop ce que c'est, mais on suppute que ce soit le Covid. Donc, garde ton Covid long, hein, s'il te plaît. Ne refile pas, même en visio. Normalement, il est passé, j'espère en tout cas, mais ça a amené des sujets relous, genre de l'asthme, etc., qui, à chaque fois que je courais, ça me mettait au tapis concrètement. Donc, j'ai un peu tout mis, enfin, les entraînements de tri global, au global en stand-by. Je me suis bien focus sur le vélo. J'ai commencé 2025 avec le tri de Cannes, le M de Cannes, avec des potes pour rigoler. Voilà, il n'y a pas eu de chrono de dingue ou quoi, mais on a passé un bon moment et puis c'est un endroit très sympa pour faire un triathlon, Cannes, pour le coup. Et là, donc, je vise pour septembre, et ce sera mon seul et unique objectif de l'année, de faire le triple Ventoux, la cinglée du Ventoux. Je l'avais faite en 2023 et j'y retourne en 2025 parce qu'il me manque un trajet Chalet-Reynard, sommet du Ventoux. Ils avaient fermé la route pour une course de voiture lors de la dernière ascension, donc il me manque 8 bornes, je crois. C'est pas les plus simples, donc j'y retourne pour l'avoir au complet et pouvoir dire je l'ai fait. Alors, rappelle-nous un peu le concept. En gros, il y a trois. Tu peux grimper sur le Ventoux par trois faces, depuis Bédouin, depuis Malocène et Saute, je crois. Ouais, c'est ça. À chaque fois, c'est entre 15 et 20 bornes et 1500 mètres de dénivelé. L'idée, c'est de faire les trois faces dans la même journée. Ok, les règles sont strictes. C'est comme des plus. Ça fait 4500 D+, et 120 km au total. T'as pas un mètre de plat, quoi. Tu montes ou tu descends. Tu récupères dans la descente et tu remontes. Et il y a une sorte de challenge officiel où, en gros, quand tu es en haut, tu fais tamponner une carte par la boutique, je crois, au sommet du Ventoux. Et quand tu es dans les trois villages qu'on a cités, il faut que tu ailles acheter une bouteille d'eau, pareil, et tu fais tamponner ta carte par la boutique en bas.
Après, je l'avais pas fait de manière aussi stricte la dernière fois. Je me suis dit que si c'est sur Strava, c'est que ça fait foi. Alors, on sait bien, si c'est pas sur Strava, ça n'existe pas. Et si c'est sur Strava, Exactement. ça fait quoi. Mais après, pour le challenge, quand même, c'est sympa d'avoir le petit tampon. Ouais, mais je pense que je vais le faire avec le tampon la prochaine fois, justement. Je vais le Et faire avec le juste, tampon, histoire de l'immortaliser pour de bon. et pour comprendre cet orga-là, c'est un parcours qui est libre, que tu peux faire n'importe quand dans l'année, ou c'est quand même un événement qui est sur une journée? Non, c'est hyper libre, tu le fais comme tu veux. En gros, enfin, tu peux le Ventoux, tu payes pas pour monter au sommet du Ventoux, donc tu peux le faire voilà, toi de ton côté. Après, je crois que si tu le fais via le label entre guillemets cinglé du Ventoux, la petite carte, ils te la font payer quelque chose comme 20 balles, histoire de faire vivre l'économie locale complètement. Et là, après, tu as une sorte de diplôme. Enfin, je crois qu'il y a des challenges similaires qui existent. Et pour ceux qui sont vraiment des énervés du dénivelé, tu peux faire la bicinglée du Ventoux et là, tu te fais les 3 phases 2 fois dans la journée. Mais ça, je vais attendre un petit peu avant de me lancer dans ce challenge. Donc 2025, tu fais ça, la cinglée du Ventoux. Et puis après, 2026, tu vas sur Embrun, tu seras prêt, quoi. Écoute, Embrun, c'est un truc que j'ai en tête. Il est dans ma to-do list des trucs que j'aimerais bien faire. Je sais pas si j'irai en 2026, mais c'est sûr qu'en 2026, je me réaligne sur des prix un peu plus longue distance, comme je faisais. Ma distance de prédilection, je l'ai pas précisé, mais c'est le L. Quand je dis prédilection, je parle pas performance, mais plus plaisir. Et ouais, je pense repartir sur des L. Et le XL me fait évidemment un appel du pied depuis des années, mais autant je vois le plaisir que je pourrais prendre pendant l'entraînement, autant le jour J, je suis pas sûr de beaucoup m'amuser. Donc pour l'instant, je repousse. Mais tu sais, c'est le concept du pendant que tu y es, tu te demandes ce que tu fous là, et puis tu Ouais. passes une ligne un pied de la ligne d'arrivée, tu te demandes encore ce que tu fais là, tu passes le deuxième, tu te demandes plus, tu te dis quand est-ce que je re-signe, quoi. Ouais, c'est un peu le problème. Mais honnêtement, là, je repars de beaucoup trop loin en course à pied pour m'aligner sur un marathon, surtout après un 180 bandes de vélo, quoi. Revenons un petit peu à toi, à ton début dans le sport, à ta genèse. Tu as dit que tu as repris le sport en 2019, mais ça veut dire qu'avant, tu étais déjà sportif. Tu faisais quoi comme sport? Enfin, quand est-ce que tu as rencontré le sport et quel sport? Je pense que j'ai fait du sport comme 99% des gamins en France à l'école. C'est un avantage à l'école en France, c'est que tu as 4 heures de sport par semaine. Donc, j'ai un peu touché à tout, du badminton au volley, en passant par la lutte et la GRS. En perso, entre guillemets, j'ai jamais persévéré dans un sport. J'ai essayé pas mal de trucs. Pareil, j'ai fait du cheval quand j'étais petit, à 1 an. Je fais de l'escrime. 1 an, j'ai fait du kung-fu, je crois. Je fais du foot. 2 ans, j'étais terriblement nul. Donc, j'ai jamais vraiment persévéré. Le seul truc que j'ai fait 3 ans, je crois, c'est la natation. Quand j'étais ado, c'est ma mère qui nous forçait à aller nager avec mes frères pour qu'on ait une activité physique en dehors de l'école. Et dès que j'ai eu l'occasion, j'ai arrêté. Et en gros, fin de lycée, école de commerce et première année de boulot, j'y ai pas. Le seul sport que je faisais, j'avais coutume de dire que c'était de courir après le bus, quoi. Et ça Ou s'arrêtait là. lever le coude? Non, 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 non. Bah, c'était plus ça mon sport de prédilection pour le coup, ouais. Comment Donc, tu j'ai arrives? pas fait de sport, quoi. Mais comment tu arrives du coup dans le sport et en particulier la course à pied? Tu nous as dit, tu as commencé par la course à pied. Alors ce qui est marrant, c'est qu'en intro, tu nous as aussi dit que tu détestes nager. C'est pas le sport qui te fait prendre le plus de plaisir. Pourtant, tu as quand même fait 3 ans de natation parce que maman te poussait aux fesses pour que tu y ailles, quoi. Ben, c'est ça, et je pense que c'est aussi pour ça que j'aime pas ça de base. Maintenant, c'est marrant, mais c'est peut-être là où j'ai le moins besoin de m'entraîner. Techniquement, je pense être catastrophique. Maintenant, j'arrive à sortir des chronos tout à fait honorables pour un triathlète amateur. Voilà, je sors toujours, on va dire, dans la première moitié, sans nager, quoi, sans m'entraîner à la natte. Donc évidemment, si je nageais plus, je serais sûrement meilleur. Ça, c'est pas un sujet. Mais à choisir, je préfère courir ou pédaler que aller à la piscine, quoi. C'est trop la galère de nager. Ouais, au-delà d'être meilleur, tu sais bien ce qu'on dit en triathlon, hein, c'est qu'on ne gagne pas un triathlon avec la natation. En revanche, on peut le perdre à cause de la natation. Et au-delà d'être meilleur, peut-être que tu sortiras dans les mêmes temps, mais tu sortiras beaucoup moins épuisé. Et donc, la transition sur le vélo et après sur la course à pied, parce que finalement, sur la troisième épreuve, sur la troisième discipline, c'est là que tu vas payer les, entre guillemets, erreurs que tu as fait au début. Ça se passera mieux, quoi.
Non, carrément, enfin, j'ai conscience de tout ça, hein. C'est pas le sujet, mais c'est vrai que, comme on l'a dit, il faut que ça reste aussi du plaisir. Et là, ces derniers temps, c'est-à-dire sur toute l'année qui vient de s'écouler, faire mon sac de piscine, aller à la piscine, me mettre dans les lignes d'eau qui sont bondées, c'est hors de question. Et si j'y vais avec le club, typiquement, c'est 6h30 du mat, donc c'est réveil 5h30, etc. Et pareil, j'ai énorme respect pour ceux qui arrivent à le faire dans la durée. Moi, je savais cette année que j'aurais pas cette discipline, donc j'ai préféré mettre ça de côté. Mais oui, l'année prochaine, comme je le disais, je vais m'y remettre parce que j'ai pas le choix. Et l'idée, c'est pas bon, moi, je suis pas à un stade où je parle de perdre ou gagner un triathlon. Mais oui, ne serait-ce que pour passer un meilleur moment, il faut, voilà, quand tu sors de l'eau et que tu as la tête qui tourne, c'est jamais vraiment agréable, quoi. Moi, dans 78, t'as pas quelques douves de château où tu pourrais aller t'entraîner en open water? Franchement, en soi, tu peux aller à la base de Cergy pour nager open water. Maintenant, j'ai quand même la chance je suis au pied de Saint-Germain-en-Laye, il y a la piscine olympique. Sur le papier, j'ai pas d'excuse, hein, elle est très bien. Voilà, il faut juste que je trouve la motivation d'y aller. Bon, en plus, maintenant, on nage dans la Seine. Ça y est, les premiers nageurs dans la Seine, ils ont mis la tête et les pieds et le corps. Il y a quoi, 15 jours, 3 semaines? C'était ce week-end, je crois. Je crois que Ah, c'était ou ce ce week-end, week-end. mais non, mais j'ai pas encore prévu d'aller. Déjà, au moins je vais sur Paris, mieux je me porte. Et de là, à aller sur Paris pour aller dans la Seine, c'est clairement pas le projet à court terme, ouais. Et tu en parlais, du coup là tu es licencié en club aussi, Maxime. Tu organises comment tes entraînements? Est-ce que tu essayes d'aller faire des séances en commun en club ou est-ce que tu gères plutôt tes séances en solo? Franchement, je gère en solo 99% du temps. Ok. Le club, je l'ai rejoint à la base pour justement les créneaux piscine hors horaire public à la base. Cette année, je suis pas allé nager, comme je vous ai dit, donc j'ai pas fait un entraînement club. Maintenant, c'est toujours agréable l'année dernière, enfin, j'avais participé les 2 années précédentes au tri sur lequel tout le monde se rejoint, c'était à Vendôme. Donc, tu as tout le monde qui va pas seul, c'est toujours très sympa. Et puis, j'aime bien comparer. Je suis des plans open tri, mais j'aime bien aussi comparer avec ceux que le club propose. Enfin, et puis aussi, d'un point de vue très trivial, c'est le sujet t'as pas besoin de payer la licence, le passe journée quand tu es en club, quoi. Donc, comme ça, tu mets une fois ton certificat médical dans l'année, et puis après, tu es tranquille pour les 12 prochains mois. Bon, à ce niveau-là, excuse-moi, hein, mais je me permets de faire un peu de pub pour OpenTree. Il y a un club virtuel où on se retrouve pas forcément tous ensemble, mais tu peux prendre une licence, ça t'évite le passe-journée. On T'as en pas avait parlé, ouais. une communauté qui est super active, etc., etc., hein. On en avait Exactement. parlé et je pense que ça peut être une bonne solution pour l'année prochaine pour rester affilié justement à OpenTree. Charlie, on en reparlera. Bah, non, mais c'est vrai que cette solution de club qu'on a ouverte il y a 2 saisons, elle séduit surtout les athlètes qui n'ont pas de club près de chez eux ou qui veulent pas aller dans un club près de chez eux. En Mm. fait, comme tu le dis, ça a quand même le gros avantage de ne pas avoir à payer les passes journées, de pas être embêté avec le certificat médical, bien que maintenant on le soit un peu moins, même sans licence. Et Mm. puis, d'avoir quand même, enfin, nous, en tout cas chez nous dans le club, d'avoir quand même ton programme d'entraînement toute l'année puisque ça inclut dans la licence. Donc, ça, voilà. Ça, c'est surtout pour ceux qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas avoir un club local, mais on ne vantera jamais quand même assez les bienfaits de retrouver un groupe, l'émulation collective, juste le fait aussi de participer à la vie associative, parce que c'est aussi les clubs près de chez nous qui font vivre les épreuves sur lesquelles on s'aligne tous les dimanches. Donc, il y a ces deux philosophies différentes, mais nous, comme on a beaucoup eu ce besoin au sein de notre communauté de gens qui voulaient prendre une licence, même à distance, même au sein d'une communauté en ligne, on l'a sorti et ça marche plutôt bien. D'ailleurs, j'en profite, on vient de fêter les 100 athlètes pour cette saison qui nous ont rejoints. Donc, petit cap symbolique, on est encore tout petit, mais ça fait toujours plaisir. Félicitations. Mais c'est vrai, enfin, je te rejoins. Moi, c'est du coup Tri-Team Saint-Germain. Je suis vraiment loin d'être un membre actif, mais voilà, je vois le boulot qu'ils abattent. C'est assez impressionnant et ça force carrément le respect. Voilà, tu as le coach sur la ligne d'eau tous les matins à 6h30, les jours d'entraînement. On a d'autres le soir à 21h. Tu as les bénévoles le week-end pour encadrer les sorties vélo, etc. Enfin, c'est un gros boulot et voilà, grand respect à ceux qui s'impliquent beaucoup plus que moi dans cette vie de club pour le coup.
Ouais. Et au-delà des clubs, au-delà du club OpenTree ou des autres clubs, de manière générale, pour ceux qui n'y penseraient pas, on va pas refaire l'épisode que Charlie avait fait sur le podcast spécial justement sur la licence et les clubs, etc. Mais n'oubliez pas qu'avoir une licence, ça vous permet aussi d'être couvert en cas d'accident pendant votre non seulement la pratique en compétition, mais aussi pendant vos entraînements. C'est bête, hein, mais ça peut arriver un accident de vélo, même tout seul, ou alors si on se fait shooter par quelqu'un, et ça peut coûter très 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 cher. Alors que quand on a une licence, que ce soit dans un club comme OpenTree, en club virtuel ou dans un club physique local, et ben ça permet d'être couvert et c'est pas à négliger. Voilà, c'était le petit point réglementaire que je me sentais obligé de rajouter et que j'hésite pas à rajouter à chaque fois parce qu'on n'y pense pas aux mauvaises surprises, mais elles arrivent. Revenons à toi, Maxime, encore une fois. On va recentrer le débat plusieurs fois. Donc, toi, tu as repris le sport en 2019, un peu par la course à pied. Après, pendant le confinement, tu as cédé aux appels d'OpenTree. Qu'est-ce que tu as fait comme compétition? Tu nous as dit que ta distance de prédilection, là où tu prenais plus de plaisir, c'était le L. Mais tu es passé par quelles étapes? Tu as fait quelle compétition? Qu'est-ce que tu en ressors? Enfin, voilà, tu as tout un pack de questions maintenant. Tu as 2 heures. Ciao. Écoute, je vais commencer par le commencement. Surtout, je crois que tu m'avais posé la question avant qu'on transgresse sur les clubs. Moi, j'ai repris le sport grâce à mes potes, en fait, que je voyais assidus, j'ai envie de dire, sur de la course à pied ou des challenges vélo. Et au bout d'un moment, voilà, je me suis dit que, tu vois, on parlait du lever de coude, que le lever de coude, c'était sympa, mais qu'il y avait d'autres challenges dans la vie et que ça pouvait valoir le coup de les tenter. Et n'oublions pas qu'il y a plein de grands labels comme Ironman, comme Otile dans le swimrun qui ont commencé par des défis après des levées de coude. Donc l'un n'est pas incompatible avec l'autre quand même. Exactement. Bah, c'est le lever de coude qui m'a amené au sport. J'ai commencé par me réaligner. Voilà, j'avais pas couru depuis le lycée et le bac. Je me suis aligné sur un 10 bornes, le 10 km de Bourg-la-Reine, une sombre course amateur, voilà, avec un ravito qu'à la fin, tu vois. 2 boucles dans Bourg-la-Reine et puis j'ai fini tellement rincé. Je me suis dit, voilà, t'as 23, 24 ans, il est peut-être l'heure de se remettre à faire du sport parce que sinon tu vas le payer très cher. Et sauf que mes potes avaient un niveau qui était beaucoup plus élevé que le mien. Et 2 semaines après, j'étais sur un vélo avec eux en direction de Dieppe pour faire Paris-Dieppe. Donc, pour ceux qui connaissent la distance, c'est à peu près 250 km. Moi, je me suis arrêté à Vernon après 60 bornes. Plusieurs chutes parce que j'étais pas monté sur un vélo depuis la primaire, je pense. Je savais plus vraiment faire du vélo, même si ça s'oublie pas. En tout cas, je savais pas faire du vélo avec des cales automatiques. C'est quand même des bâtards. Ils auraient pu te mettre les petites roulettes. Hein. Écoute, ils auraient dû me mettre les petites roulettes. J'ai chuté 6 ou 7 fois, je crois, sur 60 bornes. Et à la fin, j'ai dit, bon, allez, rideau, moi, je vous rejoins à Dieppe, je prends le train. J'ai pris le train à Vernon. Je les ai attendus à Dieppe et on a passé un bon week-end. Ils sont arrivés complètement éclatés le soir, mais eux, ils l'avaient fait. Et c'est là aussi où je me suis dit, putain, j'ai quand même raté 200 bornes avec eux. Ils ont dû vivre un truc de fou. Et toi, tu étais dans le train avec ton vélo, à fumer des clopes à l'arrivée en les attendant. C'est quand même pas très... Voilà, et c'est là où j'ai pris conscience qu'il fallait s'y remettre. Et ça, c'était en 2019, ouais. Et j'ai passé l'été à m'entraîner n'importe comment, à courir. J'avais pas de vélo, donc je m'entraînais pas au vélo. Mais très rapidement, comme on a dit, quand tu repars de zéro, tu progresses vite, même si tu t'entraînes n'importe comment. Donc, je commençais à bien courir par rapport à là où je partais. Et on s'est retrouvé à Cannes avec mon pote l'été. On est allé à Gourdon et Sipierre, je crois, à vélo. Et voilà, c'est un 2000 mètres de dénivelé sur 50 km. Et là, je l'ai tenu. Donc, je me suis dit, voilà, c'est bien, tu pars de loin. Maintenant, il faut le structurer. Et on s'est mis le challenge de faire le triathlon de Deauville l'année d'après. Fin 2019, début 2020, Covid, on va pas réécrire l'histoire. Je me retrouve confiné chez mes parents à ce moment-là. Et là, je me dis, t'as pas de vélo, achète-toi un vélo d'appartement. Tu repars. Et comme ça, tu pourras au moins tourner les jambes un petit peu. Pareil, je m'achète le vélo, mais le vélo de grand-mère, quoi. Le truc énorme sur lequel le David Douillet. Exactement, vraiment l'horreur, le machin. Mais pareil, ça m'a fait progresser de ouf. Je tournais les jambes 1 heure par jour dessus, sans aucun plan, mais in fine, tu tournes 1 heure les jambes par jour dessus. À la fin de la semaine, t'es entre 150 et 200 bornes, suivant comment t'as tourné les jambes. Donc, t'as dû regarder des séries sur Netflix à cette époque-là. Ouais, j'ai zoné Netflix et Twitch vraiment vénère pour m'occuper.
Mais bon, il y avait que ça à faire en même temps pendant le confinement. Et en sortie de confinement, je me suis dit, bon, allez, je m'achète un vélo. Je me suis acheté un Giant TCR qui est toujours avec moi. C'est mon fidèle destrier, même si j'ai upgrade sur un vélo de chrono, j'ai gardé le TCR. On a fait le triathlon de Deauville. Avec, par chance, la mer était déchaînée, donc ils ont annulé la natte. C'est devenu le duathlon de Deauville et c'est comme ça que je me suis mis au tri. Et juste après, je me suis dit, bon, allez, maintenant, je m'étais blessé plusieurs fois. Hein. Je ne l'ai pas précisé entre-temps parce que je m'entraînais vraiment comme un excité. Avec 0 jour de repos. Enfin bref, c'était un carnage. Et c'est là, après le deuxième confinement, que je me suis dit, du coup, ce qu'on disait, il faut professionnaliser ça, entre guillemets, où je me suis retrouvé du coup avec OpenTree, où l'été, enfin, je passe l'hiver avec eux, je me vois progresser de ouf. Là, je choisis l'accompagnement personnalisé, du coup, avec un coach, Max. Max, si tu nous écoutes, bonjour. Bonjour à toi. C'est Max qui Et entraîne. exactement, Maxime, ouais. Et je me suis, les deux Maxime. Et là, je me suis aligné. J'ai décidé de me réaligner sur le tri de Deauville pour le faire en entier à ce moment-là. Et la même année, j'ai fait les 24 heures du Mans à vélo en équipe avec 3 potes. Donc ça aussi, belle expérience, mais que je referai jamais. Typiquement, vraiment un truc de. Pourquoi tu ne referas jamais? Franchement, c'est un truc de débile de tourner comme ça. C'est pire que de tourner à Longchamp pendant 2 heures, quoi. C'est jour, nuit, le circuit. En plus, techniquement, sur mon vélo, j'étais hyper mauvais. Donc, j'arrivais pas à prendre les roues. J'avais trop peur de mettre tout le monde au tapis. Donc, en fait, je tournais tout seul sur le circuit. Alors, j'avais à une vitesse tout à fait honorable sur le circuit. C'est pas bien compliqué. Mais honnêtement, j'y ai pris aucun plaisir. En plus, on n'avait rien organisé des à côté. Si mes potes m'écoutent, je sais que Charles m'écoutera, il se rappellera de toutes les barres à la pâte d'amande qu'on a mangées. On n'avait pas prévu ne serait-ce qu'un sachet de pâtes, donc on a bouffé des barres à la pâte d'amande pendant 24 heures. C'était un carnage et bu de l'ISO Décathlon tout du long. Enfin, c'était préparé par-dessus la jambe et on l'a tous fait, mais voilà, c'est un bon souvenir, on en rigole, mais on n'y Tu as retournera fallu pas. 6 mois pour t'en remettre, ne serait-ce que pour remettre d'aplat ton estomac et tes intestins. C'était pas si dur physiquement, honnêtement. C'était plus dans la tête que c'était galère quand tu dois te réveiller à 3 heures du matin pour aller faire ton shift. En plus, on avait fait des relais de 1h30. Enfin, c'était ni fait ni à faire. C'était vraiment, c'était vraiment catastrophique dans l'organisation. Mais on avait bien rigolé. Mais voilà, enfin, c'est même mieux préparé, j'y retournerai pas, honnêtement. Et ça, quand tu commences à toucher à ces épreuves-là, qui sont des épreuves plutôt longues, ça te donne envie de développer la caisse pour pouvoir aller sur d'autres épreuves comme ça. Tu es tout de suite séduit par le format ou tu es aussi passé par la case de faire du plus court? En fait, moi, la compétition, j'ai un peu abordé ça tout à l'heure, mais c'est pas une fin en soi. Moi, j'y prends beaucoup, beaucoup plus de plaisir dans l'entraînement. Et je suis parti sur des distances longues ou des challenges type Ventoux ou autre, parce que je sais que ça va me demander de borner et que ça va me mettre des heures au compteur chaque semaine. Et je prends grand plaisir à les faire. Et je suis plus fier de moi si, en gros, mon planning, il indique 9h37 et qu'à la fin de la semaine, j'ai fait 9h37 qu'à la fin d'une épreuve. Objectivement, je pars pas sur du XL aujourd'hui parce que voilà, le jour J, je sais que ça va être l'enfer, mais plus parce que je sais qu'aujourd'hui, je suis pas en capacité de m'entraîner correctement, en tout cas ce que moi j'estime être correct pour un XL, c'est-à-dire 15-20 heures par semaine. Moi, c'est l'idée que je me fais du truc et je vais pas arriver sur un XL préparé comme pour un L. Et du coup, c'est pour ça que j'y vais pas parce que j'ai pas la bande passante pour faire 15-20 heures d'entraînement par semaine. Et c'est le chemin, moi, qui me plaît plus que l'arrivée. C'est un grand mot, tout ce que tu veux. Mais c'est ça qui me plaît plus que le jour J, où je prends du plaisir, etc. T'as toujours l'adrénaline de la course et autres. Mais je suis sur du moyenne distance, entre guillemets, parce que je sais que je peux m'entraîner correctement pour du moyenne distance. Ok. Moi, j'ai un petit challenge à te proposer. D'ailleurs, Charlie, il faudrait voir pour qu'on monte une équipe. Mais le T24, ça te dit pas? C'est 24 heures, mais c'est du triathlon. Ouais, On peut y aller à 6. Mon pote Charles, dont je parlais tout à l'heure, lui, il essaye de me motiver pour ça. Moi, on rentre trop dans l'endurance pour moi à ce niveau-là, tu vois, dans la, comment dire, dans la longue endurance. J'ai oublié le terme exact. C'est moins ma came, tu vois. C'est moins ma came, ce genre de truc pour le coup. Même s'il y a Alors, des histoires de relais et autres, ça ressemble trop aux 24 heures du Mans. C'est encore trop oui. récent pour que j'aille sur un T24 aujourd'hui.
C'est vrai que ça ressemble un peu aux 24 heures du Mans. Alors pour en revenir, parce que moi j'y étais le week-end dernier à l'heure où on enregistre et j'y suis allé l'année dernière, parce qu'avec OpenTree, on a la chance d'être partenaire du T24 depuis 3 ans maintenant. Alors je fais une petite digression, mais c'est une super porte d'entrée pour les gens qui veulent justement goûter à l'endurance, comme tu le disais. C'est-à-dire qu'en fait, en équipe de 4 ou en équipe de 6, finalement, théoriquement, tu fais 6 heures ou 4 heures de sport sur 24 heures. Et ça, en fait, ils ont réussi à créer une porte d'entrée aussi pour des gens qui démarrent le triathlon, sur lequel on n'a pas à se prendre la tête avec les transitions, on n'a pas à se prendre la tête avec toute la tension de la course. Et ce qui est marrant, c'est que dans les épreuves, enfin dans les relais de 6, on a aussi plein de débutants, quoi. Des gens qui ont jamais fait de triathlon et qui viennent juste là pour prendre de la caisse et de l'endurance. Et, et peut-être par rapport aux 24 heures du Mans à vélo, on est dans un truc qui est quand même plus proche, qui est plus festif, qui est plus ludique peut-être que l'aspect très compétition des gars à vélo. Mais en tout cas, je retiens l'idée, Armano, pourquoi pas. On fait une équipe tous les trois tous les trois. Il faudrait 4 ou 6, mais trouver du monde pour une équipe devenir triathlète sur l'année prochaine. Ça se trouve d'ailleurs, on va en profiter. N'hésitez pas, auditrices, auditeurs, si ça vous branche, quel que soit votre niveau, envoyez-nous un petit message et puis on verra dans quelle mesure on peut monter une team comme ça. Bon, par contre, moi, pour le vélo, ça va être compliqué, Charlie, mais c'est pas grave, on trouvera bien un moyen. La règle, c'est de faire un tour minimal par personne dans chaque discipline. Ouais. Mais bon, écoute, on verra. Du coup, 24 heures du Mans, vélo, Maxime, ça t'a un peu ouvert une porte vers l'endurance, voire l'ultra-endurance, que tu as tout de suite refermé parce que tu n'as pas du tout apprécié. Et du coup, après ton voyage vers le triathlon? Là-dessus, il était engagé un peu. Comment dire, je l'ai engagé avec OpenTree parce que il y avait cette logique. Au début, vu que c'était le confinement, les piscines étaient fermées. Du coup, je courais et je pédalais, donc ça m'allait très bien. La nation est arrivée, je m'y suis mis tant bien que mal, en gros sérieusement de fin 2021 à 2023, début 2024. Et oui, ça m'a plu en fait. Mais comme je disais, c'est le chemin, le fait qu'il y ait cette discipline. Aujourd'hui, tu peux pas t'entraîner quand tu es amateur comme moi et que tu bosses à côté, que tu as une vie de famille, etc., des potes, tu es obligé d'être discipliné. Et je trouve que pour moi, c'est ça la plus grande performance. Et c'est ça vraiment qui m'a plu, qui m'a maintenu. Le fait de me dire, OK, tu as des échéances, tu peux pas y arriver en touriste. En soi, tu peux, mais pareil, quand je m'aligne sur une course, c'est pas pour faire x2 par rapport au temps que je peux avoir dans les jambes. Donc, c'est de donner le maximum. Et pour ça, il faut arriver préparé. Et c'est ça qui m'a plu, qui m'a maintenu et qui continue d'ailleurs à me maintenir dans le tri. Chaque année, je pense arrêter le tri en me disant, vas-y, je me focus sur le vélo. Et je me dis, putain, mais non, en fait, en soi, c'est facile de sortir le samedi matin et le dimanche matin pour rouler. C'est plus compliqué de le caler avec un enchaînement. C'est plus compliqué d'aller nager le jeudi, d'aller pédaler, d'aller courir le mercredi, etc. Et c'est ça qui me maintient dans le tri. C'est pas le plaisir de la course, c'est de me dire, putain, ouais, ok, ça va. J'arrive à maintenir ce niveau d'entraînement, ce volume, et puis en fait, ça fait entre guillemets de nous des athlètes complets, quoi, d'une certaine façon. Et tu vois, c'est ça que je kiffe, je te le disais en off quand on a booké le rendez-vous, c'est que nous, on veut donner la parole aux triathlètes, qu'ils soient pro ou amateurs. Amateurs au sens noble du terme, c'est-à-dire ceux qui aiment la discipline, ceux qui aiment le voyage, ceux qui aiment l'entraînement, etc. Et pour une fois, Charlie, qu'on a un amateur qui nous dit pas, ouais, j'ai fait mon premier triathlon et puis je me suis qualifié pour les championnats du monde. Non, c'est bon ça. Et justement, tu vois, on arrive à comprendre le mécanisme, le pourquoi. Et en plus, tu nous dis, moi, je le fais pas pour la compétition, je le fais pour le voyage. La compétition, c'est un peu la cerise sur le gâteau, là où de toute façon, tu cherches à prendre du plaisir. Tu veux pas te lancer sur une compétition où tu sais que tu vas en chier. Et tu vois, c'est en ce sens-là que j'apprécie échanger avec des amateurs. Encore une fois, au sens noble du terme, de ceux qui aiment ce sport, cette discipline. Et la discipline aussi en termes d'hygiène de vie, parce que tu l'as dit, que tu sois amateur ou pas en triathlon, de toute façon, il faut que tu aies un minimum d'hygiène de vie. Te mettre des caisses tous les samedis soirs, alors qu'à 8 heures, tu vas aller rouler 100 bornes ou 150 bornes, ça marche pas, quoi. Surtout quand tu commences à passer la trentaine. Complètement, non, mais complètement. Et c'est vrai qu'à un moment, c'était en 2023, je suis allé au 73 du Luxembourg.
Et j'avais dit à Max, à mon entraîneur en début d'année, donc pour le tri en juin, je lui avais dit j'aimerais bien viser une qualif. Et en fait, c'était marrant parce que tout de suite, il m'avait dit ça va être trop chaud. En gros, on n'a pas assez de temps pour que tu sois prêt pour une qualif. Au final, je pense que j'ai été à mon prime de triathlète à ce moment-là, c'est-à-dire que j'ai jamais été aussi bon dans les 3 combinés qu'à ce moment-là. Et en fait, le jour de la course, c'est là où tu te rends compte, t'as beau faire le vélo de ta vie, c'est en course à pied que je me suis effondré à ce moment-là. Problème mal au bide, etc. Obligé de m'arrêter. Enfin bref, un enfer. Et je fais un chrono honorable. Je finis en 5 heures et quelques, 5h20, je crois. Mais tu vois, et le soir, je me pose, je regarde le meilleur en combien de temps il fait. C'était 80, enfin, le meilleur. Le dernier à être qualifié au championnat, mais 4h30. Et c'est là que je me dis, ah oui, effectivement, enfin, en fait, ça demandera, faut que j'arrête de bosser, faut que je fasse trop de sacrifices, tu vois. Et ça m'a remis les pieds sur terre à ce moment-là. Puis je me suis rappelé qu'en fait, je faisais pas ça pour ça, quoi. Et quand tu te dis que tu vas le faire et que tu n'y arrives pas, en fait, c'est hyper frustrant, quoi. Là aussi, dès le départ, tu vas, justement, tu te fixes des objectifs qui sont ambitieux, mais en même temps atteignables. Bah, tu es content de les avoir atteints. Après, il faut pas se dire juste j'y vais, je finis, parce que ça sert à rien. Parce que tu peux y aller pas en n'étant pas entraîné, et puis tu t'arranges pour finir sous les cuts horaires. Et puis tu finis ton 73 en 8 heures. Alors après, c'est très bien de le finir, c'est pas le sujet. Mais c'est aussi encore une fois pour ça que j'y vais pas sur un full. Parce que tu vois, moi, je me dis payer 600 balles pour finir mon full en 16 heures. Bah, en fait, non, tu vois, je pourrais marcher pendant 42 bornes, mais j'ai pas envie, quoi. Tu vois, si j'y vais, c'est vraiment pour arriver dead à l'arrivée et me dire, voilà, je l'ai fait au maximum de ce que je pouvais faire. Je suis au fond du premier tiers, dans la première moitié, je suis content, je suis à mon niveau, mais voilà, je me suis dépouillé, quoi. Donc, Ouais. bon, c'est un peu décousu, mais c'est l'idée que j'ai de notre sport. Et Ouais. ce qui est plutôt sage et progressif comme approche. C'est-à-dire que, de toute façon, comme tu le dis, en 6 mois, vouloir viser une qualif, c'est illusoire pour la plupart d'entre nous. Par contre, ouais, être capable de gravir les échelons, les distances, les formats au fur et à mesure des années, il est là le jeu aussi, quoi. À Mm. pas se cramer et puis à sentir qu'on progresse et puis aller chercher un meilleur chrono sur une distance ou à passer à la distance du dessus. Et enfin, je sais aussi pour tous les amateurs, encore une fois, qui nous écoutent, que faut relâcher la pression par rapport à ça, hein. D'une part, les qualifs aujourd'hui, ça va se jouer à un niveau stratosphérique. Enfin, maintenant, les mecs qui vont chercher des slots, c'est des mecs qui clairement sont presque semi-pro, surtout sur les catégories où il y a beaucoup de concurrence. Enfin, entre 25 et 45, c'est quand même très très fort et ça tabasse très très fort pour aller chercher une qualif. Et il n'y a pas de pression à avoir là-dessus aussi, hein. Enfin, on est sur un sport de maturation très lente. Être capable de briller pendant 10, 12 ans, 15 ans sur le triathlon, bah, c'est tout aussi honorable que d'aller chercher une qualif, hein. Et on n'entend pas beaucoup ce discours-là, quoi. C'est clair. Après, je le tiens peut-être parce que je finis pas mon semi en 1h10, tu vois. Peut-être que je dirais les choses différemment si j'étais, entre guillemets, bien plus performant. Mais ouais, enfin, après, il faut être lucide, en fait, sur ses capacités. Moi, j'ai vu trop de mecs, je pense à un gars en particulier que je citerai pas, mais faire des caisses sur, je vais finir tel triathlon le plus dur du monde, etc., nanana. Et la réalité, c'est qu'au bout, ça sort pas de l'eau, tu vois. Et je pense que c'est là où tu passes vraiment pour un con. Là où si dès le début tu es lucide et tu te dis ok, je vais me battre déjà contre moi-même et on verra après contre les catégories d'âge. Pour les catégories d'âge, bon bah voilà, c'est au moins tu es satisfait et puis tu peux toujours être fier parce que la réalité c'est qu'on a beau être 1500 sur un Ironman ou des chiffres plus faibles sur des tri le week-end, on reste voilà, ça reste comment dire une perf que peu de monde peut accomplir, je pense. Ce qui est marrant parce que j'en parlais encore aujourd'hui, hier j'étais invité sur un podcast. L'Ironman c'est presque devenu mainstream quoi. Si t'as pas fait un Mm. Ironman, t'es pas un vrai triathlète. Ouais. Il n'y a pas que ça dans la vie, hein. Non, mais complètement. Mais tu vois, je suis allé sur le label, j'ai fait Vichy et j'ai fait le Luxembourg. Et franchement, c'est une expérience, il faut le faire, je pense, c'est important. Et à mon avis, si je fais un premier full, j'irai peut-être le faire sur le label parce que voilà, la cloche, tout ça, c'est hyper. Enfin, ça fait partie du folklore et de notre sport. Maintenant, 90% de mes tris, je les ai fait dans des voilà à Rouen, Vendôme, etc. Et
Et c'est très bien, et c'est très très bien, même c'est encore mieux, quoi, je trouve, parce que tu as moins de monde, tu t'es vraiment dans ton effort. Là où c'est marrant, mais tu vois, le Luxembourg, je fais mon meilleur chrono, je crois, à vélo. La réalité, c'est qu'on était tous à la queue leu-leu le long de la ligne droite sur 40 bornes. Sur 40 bornes, j'avais l'impression d'être à Longchamp, quoi. Tu peux limite pas te mettre dans les prolongateurs, sinon tu finis au tapis au moins de premier coup de frein. Enfin, c'est pas l'idée que je me fais du tri, quoi. C'est clair qu'à Luxembourg, le long de la Moselle, ça peut envoyer, mais quand tu es 1500 mecs qui partent en même temps, ça finit comme au triathlon de Val-de-Reuil pour rester dans la région rouennaise, parisienne, où finalement, même si le drafting est interdit, t'as pas le choix parce qu'on sort tous en même temps et on se retrouve tous en même temps sur la ligne, quoi. Tu parles du tri des 2 amants? Ouais. Ouais, je l'ai fait une année celui-là. Bah, tu vois, pour le coup, t'es sur une orga qui a rien à voir avec le label Ironman, mais voilà, c'est un très bon tri. Quand tu habites à Paris, c'est à 1 heure de chez toi. Le parcours est sympa. Il faut avoir un peu de jambes et autres, mais franchement, voilà, tu vois, c'est plus ça l'idée que je me fais du monde amateur aujourd'hui. Et justement, comment tu choisis tes courses ou tes objectifs? Là, tu nous as dit, par exemple, que cette année, finalement, c'est pas une compétition. Tu vas faire cette cyclo que tu peux faire n'importe quand dans l'année, quand tu veux, comme tu veux. Faut juste aller chercher les tampons si tu veux avoir ton petit diplôme et puis être, entre guillemets, certifié, cinglé du Ventoux. Mais comment tu choisis tes objectifs, tes compétitions, tes courses, ce qui va te faire vibrer, surtout ce qui va te permettre de te maintenir un peu en tension toute l'année? Déjà, je prends en compte l'entraînement que ça m'a demandé. Comme je disais, c'est un critère hyper important pour moi. Après, d'un point de vue plus logistique, j'aime pas trimballer le vélo à l'arrière de la voiture pendant des plombes. Donc, j'essaie de faire autour de la maison. Et après, je vois aussi si je peux me greffer avec un pote ou autre. Typiquement, l'année dernière, tous les challenges qu'on a fait en début d'année, on les a fait à deux avec un de mes collègues, bah, celui qui habite à Cannes. On a fait Paris-Roubaix, on a fait le Vendôme, où en gros tu fais S, M et L le même week-end. On les a fait ensemble et tu vois, ça cochait tous les critères, quoi. 2 heures de Paris, un entraînement raisonnable mais en même temps exigeant et on peut le faire entre potes, quoi. C'est ça qui définit. Et après, bah, j'essaie de me caler avec la famille, voir si ça dérange pas qu'on parte le week-end ou que je m'absente solo pour faire mon épreuve. Et j'essaie d'intégrer tout ça voilà, de manière très logique, j'ai envie de dire, avec les contraintes du quotidien. Et tu as des épreuves, enfin, tu as une épreuve qui te ferait rêver plus qu'une autre, une que t'aimerais, pour laquelle tu aimerais vraiment passer la ligne un jour? Si je suis dans le domaine du rêve, je dirais le Norseman. Et c'est assez. Et pour le coup, chaque année, je m'inscris et je me dis, si t'es pris, t'es dans la merde. Si t'es pris, t'es dans la merde. Mais ça fait 4 ans, je crois, que je tente. Et, Ok. mais ça, ouais, je pense que si je suis pris, il faudrait vraiment revoir beaucoup de principes, beaucoup de choses. En tout cas, il faudrait vraiment se challenger très, très fort. Et après, d'autres courses moins légendaires, mais que j'ai envie de finir, et que je finirai, je pense, dans les années qui viennent. Typiquement, je pense le L de l'Alpe d'Huez, il me fait de l'œil. Parce que j'aime bien le dénivelé, même si je suis un peu lourd, j'aime bien le dénivelé et je sais que je prendrai du plaisir sur ce tri-là. Il y a quoi d'autre en tri? Bah, typiquement, tu vois, tu as parlé de l'Embrunman. Embrunman, ça me ferait kiffer aussi, mais bon, pour l'instant, soyons raisonnables, je vais pas y aller. Et ouais, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, je pense. C'est déjà pas mal. Pour le Norseman, si tu veux, dès que tu as ton slot, on te mettra en relation avec Brice Maillard. De toute façon, si on ne le fait pas, c'est lui qui le fera parce que il va monter, ou il a déjà monté une association pour accompagner, encadrer les francophones qui vont au Norseman. Et je te Ok. rassure, hein, tu n'as peut-être pas vu la vidéo, mais il a plutôt un physique de rugbyman qu'un physique de Charlie, tu vois. Donc, il est plus ouais, comme moi, massif, ou comme nous, massif. Donc, si lui, il y arrive, il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas, hein. Non, 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 il y a pas, c'est pas une excuse, hein, encore une fois, hein. Mais c'est vrai que des fois, à vélo, quand tu fais un peu de dénivelé, moi, c'est surtout en course à pied que je le ressens, quand j'ai 1 ou 2 kilos en trop, ça tape sur les genoux et tout de suite, le cardio, il explose. Donc, voilà, il faudra faire des efforts, ce qui en est pris là-dessus. Mais bon, en même temps, il y a tellement de monde. Mais là, j'ai vu cette année, d'ailleurs, Charlie, pour le coup, qui a été aussi chez Open Tree, lui, il va y aller. C'est le X-Tri en France où à Lourdes, tu as 5000 mètres de dénivelé à vélo, 2800 en course à pied. Il voulait que je vienne avec lui.
Et tu vois, typiquement, moi, je sais que si j'y vais, il me faut, enfin voilà, je serai pas prêt. Donc, j'ai dit non et il va y aller tout seul, quoi. Sympa le pote. Ouais, après, c'est pas, je lui dis oui, je viens et à la fin, je viens pas. Tu lui dis non dès le début. Là-dessus, je suis très lucide sur autant le vélo, je peux le faire. Autant la course à pied 2800 de dénivelé, c'est deux fois la Saint-Élion, c'est beaucoup trop pour moi, quoi. C'est clair. Et Bon puis courage sur à 40 Charles. bornes, pas sur 70 ou 80 comme sur la synthé. Ouais, c'est ça, c'est sur 40 bornes. Donc, puis on a fait la Saint-Élion aussi, avec mon fameux pote de Cannes, et on a fait le format 45 km avec 1200 de dénivelé. Alors voilà, j'ai pas pu me baisser pendant 3 jours. J'ai pas, j'y ai pris littéralement aucun plaisir. Et ça, tu vois, ça a été ma première et dernière expérience en trail. Je sais que le trail, c'est pas un sport pour moi, quoi. Et là, c'était OpenTree qui t'avait accompagné aussi là-dessus, sur cet objectif-là ou pas? Ouais, exactement, ouais, avec Max. Du coup, c'est vrai que il adapte pas mal les plans d'entraînement en fonction finalement de mes objectifs. L'idée, c'est qu'il y a un fil rouge triathlon, donc on s'entraîne les trois matières, les trois disciplines, pardon. Et quand je lui dis je veux faire le Ventoux, on fait plus de vélo. Quand je lui dis je veux faire la Saint-Élion, on fait plus de course à pied. Et quand je lui dis je veux pas nager, il me met des séances et j'y vais pas. Et Max qui est allé, si je dis pas de bêtises, jusqu'à venir avec toi sur ta première tentative au Ventoux. Exactement, ouais, ouais, on a fait la première tentative ensemble. Lui, il l'a en entier parce qu'en gros, on savait qu'ils allaient couper la route. Ok. Et du coup, quand on a gravi la deuxième ascension, lui, il est descendu au chalet et il est remonté instant pour pour l'avoir sur son Strava. Et le truc, c'est que moi, je venais de vomir ma banane sur le cintre du Giant et je me suis dit, je peux pas y aller maintenant. Je peux pas y aller maintenant. Du coup, je l'ai attendu le temps qu'il monte et oui, je pense qu'on avait mis 7h20 au total à faire les trois ascensions. Je pense qu'il aurait mis 1h30 de moins facile s'il avait été tout seul, mais il m'a bien carré, ouais. À la fin, je parlais plus, je disais plus rien, j'étais dans sa roue et je me laissais emporter par son rythme et son coup de pédale. Mais ouais, il m'a bien sauvé. Je sais pas si j'y serais arrivé sans lui pour le coup. Du coup, ça va être le deuxième challenge cette année. Non seulement le finir, mais surtout tout seul. Alors que la première fois, tu avais Je suis en train de monter une équipe là. Tous mes potes qui font du vélo, je leur ai annoncé que j'y allais. Et du coup, je pense que il y en a qui vont venir pas faire les trois, mais à se relayer, en faire un à chaque fois avec moi et autres. En vrai, c'est important. Ça peut être très très long sinon. Et tu vois, encore une fois, c'est pas de l'ultra endurance à mes yeux. Donc du coup, partir solo comme ça, avec tes pensées pendant 7h30, c'est pas l'idée que je me fais de ce genre de sortie, quoi. Non pas que je vais discuter non-stop pendant 7h30, mais il y a un moment où tu as besoin d'avoir un peu de soutien et c'est pour ça que je suis allé en chercher avant d'y aller. Et surtout que sur le côté pro, tu es en full remote. Donc, ça veut dire que toute la journée, tu es chez toi, tu vois personne sauf en visio. Le sport, tu t'entraînes tout seul. Donc, effectivement, le jour des compétitions, il faut quand même mettre un peu d'humain au milieu, quoi. C'est ça, exactement. C'est quand même important. Après, j'ai la chance ou pas, je sais pas, de faire un taf où je parle toute la journée. Donc, je ressens pas trop cette solitude. Mais et à l'inverse, pendant les entraînements, je la recherche. Pour le coup, tu vois, partir 3 à 4 heures sur mon vélo en solo, je pense que c'est les meilleurs moments de toute la prépa. Mais ouais, le jour J, c'est bien quand même d'avoir quelqu'un avec qui partager la peine, la galère et le succès au bout, quoi. Ouais. Tu m'étonnes. Moi, tu me diras, moi, quand j'ai fait ma traversée de la France en courant, en solo, finalement, j'ai pas été beaucoup en solo parce que soit il y a des gens qui m'ont fait des surprises, qui m'ont accompagné sur le parcours, soit finalement, tu t'arrêtes, tu discutes parce que j'étais pas dans la performance, quoi. Et finalement, j'ai pas eu l'impression d'être seul. J'ai l'impression d'être plus seul en bossant chez moi en full remote que quand j'ai fait cette traversée en solo, quoi. Ouais, ça, c'est encore un autre concept. Traverser la France en courant, pour le coup, ce record, je te le prendrai pas. C'est sûr, c'est sûr. Faut être Ça, un peu fou quand même. c'est une sacrée perf, ouais. Charlie, tu voulais intervenir, je crois. Je t'ai coupé. Non, j'étais abasourdi par toujours cette idée de traverser la France en courant. Voilà, ça me faisait beaucoup rire et je pense que le record, tu vas le garder personnellement.
pendant Bah, longtemps, je pense. Ouais, sur ce défi-là, oui. Après, il y en a d'autres qui l'ont fait. Moi, mon rêve secret là-dessus, c'est d'en faire une course. Tu vois, comme Charles Galland qui avait fait le T24 tout seul et puis après qu'on a fait quelque chose. Moi, j'aimerais bien que le défi Agrippa, ça devienne une course, quoi. Mais il y a le boulot, il y a la famille, il y a l'entraînement. On peut pas tout faire en même temps. On peut pas courir tous les chevaux en même temps. S'il y a des auditeurs qui veulent lancer le concept avec toi, du coup, après la race Cross Friends, ça devient la run Cross Friends. Run Cross Possible. France, ouais. Possible. Après, je prévois mieux quand même. En 2030, j'aimerais faire l'Australie. Donc, stay tuned. Wow. Restez connectés. Ouais, ça je sais pas si c'est mieux. En tout cas, c'est sûr que c'est plus fou encore. Tu vois, pour revenir sur toi, sur ton expérience, ce que tu cherches, c'est le plaisir, c'est parfois la solitude, mais aussi partager des bons moments avec des potes. Moi, à chaque fois que je parle de l'Australie, on dit ouais, mais t'es malade, c'est une longue ligne droite. Mais c'est ce que je recherche en fait. C'est le dépassement de soi dans la, comment dire, pas dans la solitude, mais dans la monotonie. Alors même si sur 3800 bornes, il y a peu de monotonie quand même, je pense à un moment, mais en gros, ouais, t'as une ligne droite de 3800 bornes, c'est tout droit, tu traverses des villes, tu traverses le désert, tu traverses des villes, tu traverses des déserts. Et c'est ça aussi que je recherche dans le dépassement. Mais bon, chacun voit son objectif là où il est, quoi, son voyage. Carrément, oh, carrément. Toi, Maxime, peut-être pour parler de l'avenir, c'est quoi les prochains challenges après cette saison? Du coup, tu repartirais plutôt sur des prépas triathlon. Qu'est-ce que tu imagines là pour les saisons à venir après? Je pense que malgré ce que j'ai dit, à un moment, il va falloir que je passe que je tente le full. Pour moi, voilà, après, il faudra voir comment je peux le préparer. Donc ça, c'est sûr qu'on va y passer. Mhm. Maintenant, l'année prochaine, on est déjà en train d'en parler un peu avec justement avec mes collègues qui font aussi du tri. L'idée, c'est de faire une belle course. On essaye justement de sortir des labels du label Ironman. Voilà, aller en regarder d'autres. Il y a Sweet Family ou autre, je sais plus comment il s'appelle. L'idée, c'est d'aller voir un petit peu aussi ce qui se passe de ce côté-là. Mais ouais, je Le pense. Haute-Marne triathlon aussi. Le pardon? Le Haute-Marne triathlon. Ok. Je ne sais pas si tu avais eu l'occasion d'écouter l'épisode. J'avais interviewé Nicolas Optman pour le coup. Alors, il n'a pas fait de jeu de mots sur son nom de famille. C'est juste qu'il est en Haute-Marne. Et c'est pareil, c'est un full très confidentiel pour l'instant. Enfin, très confidentiel. Je crois qu'ils ont déjà plusieurs centaines d'inscrits pour cette année. Et là, eux, ils misent vraiment sur l'expérience pour l'athlète, mais à un prix imbattable, quoi. Enfin, on est très très loin du prix d'Ironman, du label Ironman. Donc, est-ce que l'expérience est la même? Je pense pas. Ironman, ils ont quand même réussi à créer une histoire, à créer quelque chose, à créer une expérience vraiment quand tu vas sur un triathlon du label, que ce soit du half ou du full. Mais voilà, en France, tu as le Haute-Marne triathlon qui a l'air franchement pas mal. Non, bah, je garde. Écoute, je le connaissais pas. Je vais garder l'idée. Je vais garder l'idée en tête. Effectivement, là, on est un peu en train de faire notre benchmark. Mais ouais, l'idée, ça va être de repartir. Cette année, j'ai pas fait de L. L'idée, c'est d'en refaire un dès l'année prochaine, un sympa, dans un coin sympa. Euh, et puis voilà, aller chercher des records à mon niveau, je pense, surtout sur la partie vélo aussi. Je pense en ce moment avoir craqué un truc là avec mon contre-la-montre. Je pense avoir enfin compris comment il fonctionnait. Donc l'idée, ça va être de le mettre à l'épreuve là-dessus. Et ouais, bien finir l'année sur le Ventoux, faire une belle prépa hivernale. Et puis voilà, l'année prochaine, on repartira sur du tri mi-distance, voire longue distance. Je pense que ça va se faire comme ça. Alors, tu veux dire quoi? Tu penses avoir compris comment fonctionne ton contre-la-montre? Parce qu'en général, c'est pas difficile. Hein. Tu attrapes le guidon, tu mets les pieds sur les pédales, tu pousses. Hein. Écoute, ouais, mais je l'ai depuis 2 ans et quelques maintenant. Et je sais pas, j'étais pas à l'aise dessus. J'étais à 2 doigts de le revendre, là, de le mettre sur Troc Vélo. Et puis je me suis dit, bon, allez, je vais lui laisser une deuxième chance. Et en fait, alors c'est pas sorcier, tu vas me dire, hein, mais je pense avoir compris que une fois qu'il est lancé, t'as plus besoin d'appuyer aussi fort pour le faire avancer. Et j'avais peut-être des scrupules, enfin, comment dire, j'osais pas appuyer dessus parce que je voulais pas me faire mal pour vraiment le lancer. Du coup, bah, je vais jeter un petit peu dessus. Et là, maintenant que j'ose le lancer, je prends un plaisir à rouler. Je sais pas si on peut dire vite, mais en tout cas, voilà, à avancer à mon niveau, à bombarder dessus. Vraiment, là, le TCR, je l'ai pas touché depuis un moment, du coup.
Ouais, c'est pas la même position non plus, hein, donc effectivement, ça fait partie des choses, des tips qu'on peut transmettre aux amateurs, aux amatrices qui nous écoutent, c'est que il y a du super bon matos maintenant en triathlon. Ça peut parfois coûter une blinde, un triathlon, c'est plus un sport aussi accessible que ça l'était avant. Mais après, c'est pas parce qu'on achète un vélo de contre-la-montre à 5, 15 ou 20 000 balles, c'est pas parce qu'on achète des chaussures carbone que, comme disent nos enfants, on va aller plus vite parce qu'on a les chaussures qui vont vite ou parce qu'on a le vélo qui va vite. Faut trouver la bonne position et puis il faut travailler les jambes, quoi. Exactement, non, mais c'est là où j'ai vu, tu vois, je me faisais des séances, j'enchaînais quelques séances sur le contre-la-montre, puis je reprenais le Giant, et je me disais, ok, il m'a fait progresser techniquement, parce que c'est des vélos qui sont beaucoup plus rigides, quand que tu sois en descente ou quand tu te mets en danseuse, ça n'a rien à voir avec un vélo de route, pour le coup, c'est vraiment le principe. J'ai découvert que c'était qu'un vélo exigeant, on va dire, mais au-delà de ça, j'en tirais pas le plein potentiel, à mon niveau, évidemment. Là où voilà, je pense avoir réussi maintenant à en tirer peut-être pas le max, mais en tout cas ce que je peux faire dessus. Et du coup, bah ouais, effectivement, c'est le constat, c'est en fait c'est pas le vélo, c'est mes jambes, hein. Carrément. T'es passé par la case bike fitting. Ouais. Par contre, ouais, obligé surtout sur le contre-la-montre, je suis passé par cette case-là et puis je m'efforce de changer mes cales, voilà, au moins une fois par saison, mes cales pieds, parce que au bout d'un moment, quand tu as l'impression que tu as fait de la rando avec, et que tu commences à avoir mal aux genoux, aux nerfs et autres, c'est là que tu te dis, en fait, juste changer la cale pour 15 balles, ça fait toute la différence. Mais tu vois, je sais que là, après un été à passer sur le contre-la-montre, je sais que typiquement, quand je serai sur mon Giant pour le Ventoux, je serai beaucoup plus à l'aise et je serai beaucoup plus, comment dire, je me sentirais, en tout cas, je sais pas si c'est psychologique ou pas, mais je me sentirais beaucoup plus performant que si j'avais passé l'été sur le Giant. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Comment est-ce que tu envisageais de faire le Ventoux? Parce que le Ventoux en contre-la-montre. Non. Non, je pense que c'est même, enfin, autant, évidemment, tu te le traînes sur les côtes, mais c'est surtout en descente, je pense que c'est le plus dangereux, le Ventoux en contre-la-montre avec le vent qu'il y a et autres. C'est là où c'est le plus compliqué. Ouais, c'est clair. Bon, on pourrait aussi faire un point matériel, mais c'est aussi pour ça que sur certaines courses, regardez bien les règlements. Des fois, les roues-pleines sont interdites, des fois, les contre-la-montre sont interdits, des fois, les prolongateurs trop longs, etc., sont interdits. Et c'est pas que lié au drafting, c'est aussi lié aux conditions de course et aux conditions météo sur la course. Tu voulais réagir, Charlie? Non. Je brûle d'impatience de poser la dernière question à Maxime, parce que je pense que la question signature du podcast, ça va nous apprendre pas mal de choses. Est-ce que tu avais d'autres trucs à creuser avant ça? Non, bah justement, j'allais te demander, Maxime, si à ton avis, on avait fait le tour. Écoute, on a abordé pas mal de sujets, hein. Je suis content. Je pensais pas que ça durerait aussi longtemps. J'espère que ça apportera un peu je sais pas si on peut dire de la valeur, mais que ça apportera quelques éléments aux amateurs comme moi, ouais. Bon, bah écoute, moi j'en suis convaincu. Mais du coup, on passe à la question signature. Le podcast s'appelle Devenir triathlète. Maxime, quel est ton meilleur conseil pour devenir triathlète? Au-delà de prendre un abonnement chez OpenTree, mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est ce que j'allais dire. C'est mon Merci côté pour la corporate. Écoute, là, je pense qu'il faut pas se mettre de pression. Se dire que dès lors qu'on nage, court et pédale régulièrement, on l'est déjà. Se dire que c'est pas parce qu'on finit pas un full au bout de 2 ans on a raté sa carrière de triathlète professionnel. Et puis pas oublier que comment dire le principal combat, il est, 99% du temps, il est face à soi-même et à la discipline qu'on peut s'adjuger. Je sais pas si c'est le bon terme, pardon, mais enfin la discipline qu'on s'impose, voilà. Donc ouais, je pense que si on fait les 3 sports, qu'on est discipliné, on est déjà triathlète. Et derrière, voilà, avoir une idée de son parcours d'amateur, c'est aussi un bon conseil, se dire voilà, j'aimerais faire ça cette année pour pouvoir faire ça l'année prochaine. Je pense que c'est un bon moyen de voir plus loin que le bout de son nez. Écoute, merci beaucoup, Maxime. Dernière question, qui est aussi une des questions signature. Où est-ce qu'on reste en contact avec toi? Où est-ce que on t'encourage? Et puis, si on est une boîte qui cherche à recruter, alors soit vous m'appelez moi, hein, merci. Ou alors vous avez le droit d'appeler Maxime aussi. Mais dans ce cas-là, comment on fait? Non, alors si vous voulez me suivre sur la partie sportive, évidemment Strava, hein, c'est toujours
là où on trouve les triathlètes à quasi 100%. Maxime Bouac, là-dessus, vous aurez toutes les infos, je pense, sur le podcast. Et puis après, professionnellement parlant, évidemment, c'est LinkedIn. Je pense que je passe plus de temps, malheureusement, sur LinkedIn que sur Strava. Mais vous pouvez me retrouver là-bas et ce sera déjà pas mal pour discuter. Ouais. Super. Écoute, merci beaucoup, Maxime. Merci à tous les deux. On a passé un super moment et puis comme tu disais, nul doute que ça servira aussi les autres amatrices et les autres amateurs, soit ceux qui découvrent le triathlon, soit ceux qui s'y sont mis il y a quelques années, puis qui, comme toi, comme nous finalement, bourrinent comme des tarés avant de se dire il va falloir structurer quelque chose. Et dans ce cas-là, faut pas hésiter à aller chercher un accompagnement ou même à prendre contact avec certains invités du podcast pour savoir comment est-ce qu'ils ont fait et puis rentrer un peu plus dans le détail. Carrément.